On peut perdre une maison en une seconde, sans savoir que cette seconde va vous conduire vers votre véritable destin. La neige tombait lourdement ce jour-là, épaisse, humide, presque collante. Elle effaçait les traces sur le trottoir comme si elle voulait déjà gommer Lucas de l'histoire de cette maison. Lorsqu'on le mit dehors, il ne cria pas, il ne supplia pas. Il resta simplement immobile pendant que la porte se refermait derrière lui avec un bruit sec qui résonna plus fort que les paroles. Tu n'es pas un homme si tu ne peux pas donner d'enfant à ta famille. Son beau-père avait prononcé la phrase sans colère apparente, mais avec une froideur définitive. Julie était restée en arrière, les bras croisés, le visage pâle. Elle avait pleuré les semaines précédentes. Ce soir-là, elle ne pleurait plus. C'était pire. Lucas descendit les marches lentement. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Dans sa main, un petit sac. Pas de valise, pas de carton, juste l'essentiel. Quelques t-shirts, sa veste de travail encore marquée par l'odeur d'huile et un vieil album photo qu'il n'avait pas eu le courage de laisser. 3 ans plus tôt, ils avaient peint cette maison ensemble. Ils avaient choisi la couleur des murs en riant. Ils avaient parlé de la chambre du bébé. « Si c'est une fille, on mettra des étoiles au plafond, disait Julie. Et si c'est un garçon, une voiture de course, répondait-il en souriant. Puis les mois étaient passés. Les tentatives, l'espoir, les tests, les premières analyses avaient été floues, les suivantes plus précises. Enfin, le verdict était tombé dans un bureau blanc, impersonnel. La probabilité est extrêmement faible. Le médecin avait parlé calmement, presque mécaniquement. Julie avait serré la main de Lucas si fort que ses doigts en étaient devenus blancs. Lui avait hoché la tête, incapable de trouver des mots. Au début, il s'était dit que ce n'était qu'un obstacle. Ils essaieraient encore. Ils consulteraient d'autres spécialistes. Ils feraient tout ce qu'il fallait. Mais à chaque nouveau rendez-vous, l'espoir diminuait. La mère de Julie commença à murmurer. Une famille sans enfants, ce n'est pas une famille. Les voisins posaient des questions maladroites. Les dîners devenaient silencieux. Lucas, lui, travaillait davantage. Chaque matin à 6 heures, il quittait la maison pendant que la ville dormait encore. Le garage se trouvait à la périphérie de Lyon, dans une zone industrielle où les bâtiments semblaient fatigués. L'enseigne clignotait parfois. À l'intérieur, l'odeur d'essence et de métal chaud imprégnait les murs. Il aimait ce travail. Les moteurs avaient une logique. Une panne avait une cause. Une pièce défectueuse pouvait être remplacée. Un bruit étrange avait toujours une explication. Les cœurs, eux, n'obéissaient à aucune mécanique. Ils rentraient tard le soir, les mains noircies, les épaules lourdes. Julie parlait moins. Le silence s'installait entre eux comme un troisième occupant invisible. Puis vint cette phrase, la veille de son expulsion. « Il nous faut un héritier. » Mes parents ont raison. Elle ne criait pas, elle constatait. Cette nuit-là, Lucas comprit que quelque chose s'était cassé. Pas bruyamment, pas violemment, mais irréversiblement. Alors, lorsque la porte se referma derrière lui sous la neige humide, il ne protesta pas. Il avait déjà perdu sa place bien avant ce claquement. Il marcha longtemps sans vraiment savoir où aller. La ville semblait différente vue depuis le trottoir, avec un sac pour toute vie. Les vitrines éclairées, les appartements chaleureux derrière les fenêtres. Tout paraissait appartenir à un autre monde. Finalement, il se rendit au garage. Robert était encore là, penché sur un moteur ancien. Un homme aux cheveux gris, aux mains larges, marqué par les années de travail. Il leva les yeux. Il comprit immédiatement. « Elle t'a mis dehors ?» Lucas hocha la tête. Robert ne posa pas d'autres questions inutiles. Il essuya ses mains sur un chiffon et soupira. « Il y a une petite chambre au-dessus du garage. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est un toit. » Lucas sentit sa gorge se nouer. « Merci. » Le vieil homme le regarda longuement avant de dire « La vie ne brise que ceux qui ne savent pas plier. Plie, mon garçon. » La chambre était minuscule. Un lit étroit, une armoire bancale, une petite fenêtre donnant sur la cour arrière. On entendait parfois les voitures passer la nuit. Mais c'était un endroit où personne ne lui demandait de prouver sa valeur. Les premiers jours furent les plus durs. Le matin, il se réveillait en oubliant où il se trouvait. Puis la réalité revenait, nette. Alors il décida de plier. Il prit des heures supplémentaires. Il resta tard pour finir des réparations. Il accepta des travaux que d'autres refusaient.
Plus il travaillait, moins il pensait. Dans le garage, il retrouvait une forme de paix. Lorsqu'un moteur redémarrait après des heures d'effort, il ressentait une satisfaction simple et honnête. Là au moins, il était utile. Les clients appréciaient son calme. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il ne surfacturait jamais. Il faisait son travail correctement. Et sans le savoir, c'est cette honnêteté silencieuse, forgée dans la douleur, qui allait bientôt changer le cours de sa vie. Ce soir-là, alors que la neige avait cessé et que le froid rendait l'air tranchant, un bruit inhabituel se fit entendre devant le garage. Un moteur puissant venait de s'éteindre brusquement. Lucas essuya ses mains, inspira profondément et sortit. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le moteur puissant venait de s'éteindre brusquement devant le garage. Lucas plissa les yeux à cause des phares encore allumés qui découpaient la nuit froide. La carrosserie noire brillait sous les lampadaires, luxueuse, presque déplacée dans cette zone industrielle fatiguée. La portière s'ouvrit avec assurance. Une femme en descendit. Élégante, manteau long, parfaitement ajusté, talons qui claquaient sur le bitume humide. Mais son regard trahissait autre chose, une inquiétude pressée. « Vous travaillez encore ?» Lucas essuya ses mains sur un chiffon. « On travaille toujours. » Elle jeta un regard rapide à sa montre. « Je dois être chez moi dans moins d'1 heure. Mon fils a de la fièvre. La voiture a commencé à chauffer, puis elle s'est arrêtée. » Lucas hocha la tête et ouvrit le capot. Une bouffée de vapeur s'échappa immédiatement. Radiateur fissuré, liquide de refroidissement presque à sec. Le moteur avait frôlé la casse. Il réfléchit rapidement. La pièce exacte n'était pas en stock. Mais il pouvait improviser une réparation provisoire solide, suffisamment fiable pour tenir plusieurs semaines. Ce ne sera pas parfait, mais ça tiendra. Elle sembla hésiter, comme si elle n'était pas habituée à ce qu'on lui parle avec franchise. Faites ce qu'il faut. Pendant près d'1 heure, Lucas travailla sans relâche. Ses doigts s'activaient avec précision. Il aimait cette concentration absolue. Chaque boulon serré est un problème résolu. Chaque pièce remise en place est une preuve silencieuse de sa compétence. Quand il referma le capot, le moteur redémarra avec un ronronnement stable. La femme le fixa, sincèrement impressionnée. « Combien je vous dois ?» Lucas annonça un prix raisonnable, bien en dessous de ce que n'importe quel garage aurait demandé en urgence. Elle le regarda attentivement. « Vous auriez pu demander le double. Je demande ce que ça vaut. Pas plus. » Un silence bref passa entre eux. « Claire Delaunay, dit-elle en tendant la main. Il serra sa main avec simplicité. « Lucas. » Elle partit rapidement. Le 4x4 disparut au coin de la rue. Lucas rentra dans le garage sans imaginer que cette rencontre n'était pas un simple dépannage. 1 semaine plus tard, le même véhicule réapparut, cette fois en plein jour. Claire descendit plus détendue. « Je venais vérifier si la réparation tient. » Lucas examina rapidement le moteur. Tout fonctionnait parfaitement. « Vous voyez, ça tient. » Elle esquissa un sourire. « Je dirige une entreprise de construction. Nous avons une flotte de véhicules, trop souvent immobilisés, trop souvent mal entretenus. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, pas du moins cher, du plus honnête. » Lucas resta silencieux. « Je vous propose un contrat à temps partiel. Vous gardez votre garage, mais vous entretenez nos véhicules. » Il pensa à sa petite chambre au-dessus du garage, aux nuits froides, à la solitude, à cette vie réduite à l'essentiel. D'accord. Ce fut ainsi que tout commença. Les semaines suivantes, Lucas passa régulièrement au siège de l'entreprise. Un immeuble moderne, vitré, à l'opposé du vieux garage. Il s'y sentait déplacé avec ses mains marquées par le travail. Mais Claire le traitait avec le même respect que ses cadres en costume. Un jour, elle lui demanda de venir chez elle pour vérifier un véhicule de fonction. La maison était élégante, sobre, lumineuse. Rien d'ostentatoire, mais tout respirait la réussite construite avec rigueur. Alors qu'il inspectait la voiture dans l'allée, il sentit un regard posé sur lui. Un garçon observait depuis la fenêtre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit timidement. « Vous savez tout réparer ?» Lucas se redressa. Le garçon avait de grands yeux sérieux, presque trop matures pour son âge. « Presque tout, » répondit-il avec un léger sourire. « Même les choses invisibles. » Lucas pencha la tête. « Comme quoi ?» Le garçon hésita. « Comme quand on se sent cassé. »
Cette question le surprit. Elle venait pas d'un enfant ordinaire. C'est plus compliqué qu'un moteur, dit-il doucement. Mais parfois, il suffit que quelqu'un reste à côté pendant qu'on essaye de réparer. Le garçon hocha la tête comme s'il comprenait plus qu'il ne le montrait. Je m'appelle Théo. Lucas. Claire apparut à la porte. Théo, laisse-le travailler. Je ne le dérange pas, répondit le garçon. Lucas retourna à son travail, mais il sentait désormais une présence à côté de lui. Théo s'assit sur les marches, observant chaque geste avec fascination. Les jours suivants, Lucas revint pour d'autres véhicules. Et chaque fois, Théo était là. Il parlait de moteur, de vitesse, d'étoiles, de comment les choses fonctionnent à l'intérieur. Un soir, alors que Lucas rangeait ses outils, Théo demanda « Pourquoi je n'ai pas de papa ?» Claire, qui venait d'arriver derrière eux, se figea. Lucas ne répondit pas immédiatement. « Je ne sais pas, dit-il finalement. Mais parfois, la vie enlève quelque chose, pour laisser la place à autre chose. » Claire observa son fils ce soir-là. Il souriait davantage. Il parlait plus, il riait même. Un changement subtil mais réel. Au fil des mois, Lucas devint une présence régulière. Pas envahissante, pas imposée. Simplement stable. Il ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit. Il réparait des voitures, il expliquait des mécanismes, il écoutait. Un jour, en centre-ville, une voix familière l'appela. « Lucas ?» Il se retourna. « Julie. » Son regard glissa vers Claire, puis vers Théo, qui tenait la main de Lucas en riant. « Tu as l'air heureux, dit-elle. » Lucas la regarda calmement. « J'ai arrêté d'essayer de prouver que j'étais un homme. J'ai commencé à l'être. » Julie resta silencieuse. Il n'y avait plus de colère en lui. Plus de honte non plus. Seulement une paix nouvelle. Mais la vie, comme un moteur imprévisible, réserve parfois des secousses quand on pense enfin rouler sur une route stable. Et ce qui allait arriver à Théo allait tout changer. Tout commença par une fatigue inhabituelle. Théo, d'ordinaire silencieux mais vif d'esprit, devenait pâle, essoufflé après quelques pas. Un soir, il posa sa tête contre le bras de Lucas et murmura « Je suis fatigué », mais pas comme d'habitude. Claire pensa d'abord à un virus, puis aux examens scolaires. Mais lorsque la fièvre monta et que des douleurs aiguës apparurent, elle l'emmena aux urgences. Les heures d'attente furent interminables. Lucas arriva dès qu'elle l'appela. Il trouva Claire assise dans le couloir blanc de l'hôpital, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. Elle n'avait plus l'assurance de la directrice générale. Elle était seulement une mère terrifiée. Le diagnostic tomba comme un coup de massue. Une infection grave nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Le médecin expliqua les risques avec calme, mais Lucas n'entendait que les battements précipités de son propre cœur. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait réellement la peur de perdre un enfant. Les préparatifs furent rapides. Des analyses complémentaires furent lancées, dont un test de compatibilité au cas où une transfusion ou un don spécifique serait nécessaire. Par simple précaution, le médecin proposa que Lucas fasse aussi le test. « Vous êtes un proche ?» demanda-t-il. Claire répondit avant lui. « Il est de la famille. » Lucas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les résultats arrivèrent plus vite que prévu. Le médecin entra dans la salle, visiblement surpris. « La compatibilité est presque parfaite. C'est rare à ce niveau. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien biologique ?»« Aucun, » répondit Lucas. Il y eut un silence étrange, comme si le destin lui-même s'était permis une ironie discrète. L'opération dura plusieurs heures. Lucas marcha dans le couloir encore et encore. Il revoyait Théo assis à côté de lui dans le garage. Il entendait sa petite voix demander « Et un cœur, on peut le réparer ?» Quand le chirurgien sortit enfin, Claire se leva brusquement. « L'intervention s'est bien passée, il est stable. » Claire s'effondra en larmes. Lucas, lui, resta immobile quelques secondes avant de fermer les yeux, submergé par un soulagement si puissant qu'il en tremblait. Les jours suivants furent consacrés à la convalescence. Théo récupérait plus vite que prévu. Il plaisantait déjà avec les infirmières. Un après-midi, alors qu'il dormait paisiblement, Claire se tourna vers Lucas. « Tu as eu plus peur que moi ?» Il secoua doucement la tête. « Non, j'ai juste compris que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans lui. » Quelques semaines plus tard, Claire insista pour que Lucas passe un examen médical complet. Après la compatibilité exceptionnelle, le médecin avait suggéré de vérifier certains points. Lucas accepta sans y penser.
Il s'assit à nouveau dans un bureau blanc. L'odeur désinfectée lui rappela un souvenir douloureux. Le médecin parcourut les résultats, fronça les sourcils, puis releva la tête. « Vous êtes en parfaite santé. Il n'y a aucune trace de problème de fertilité. » Lucas resta silencieux. Si on vous a diagnostiqué stérile par le passé, il y a eu une erreur. Cela arrive, mauvaise interprétation, analyse défectueuse. Mais aujourd'hui, vos résultats sont clairs. Vous n'avez jamais été stérile. Les mots tournèrent dans sa tête. Jamais. Toutes ces années de honte, toutes ces nuits à se sentir insuffisant, la porte qui se referme sous la neige, construite sur une erreur. Il aurait pu être en colère, il aurait pu vouloir des explications. Mais une paix inattendue l'envahit. Parce que si cette erreur n'avait jamais existé, il n'aurait peut-être jamais rencontré Claire, jamais réparé ce 4x4, jamais entendu un petit garçon demander si on pouvait réparer un cœur. Il sortit du cabinet médical en silence. Claire l'attendait. Alors, il la regarda, les yeux humides mais calmes. « Je n'ai jamais été stérile. » Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Elle prit sa main. Parfois, on nous arrache à un endroit pour nous conduire exactement là où nous devons être. 1 an plus tard, Lucas signa les papiers d'adoption. La cérémonie fut simple. Pas de luxe, pas de discours grandiose, juste quelques proches. Robert était là, en veste propre pour l'occasion. Lorsque le juge posa la dernière question officielle et valida l'adoption, Théo leva les yeux vers Lucas. Il hésita une seconde, puis il dit « Papa ». Ce mot frappa Lucas plus fort que n'importe quelle accusation passée. Il s'agenouilla et serra le garçon contre lui, incapable de retenir ses larmes. Robert s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Je te l'avais dit, mon gars, plie, mais ne casse pas. » Lucas ne devint pas riche. Il ne quitta pas son métier. Il continua à réparer des moteurs, à se lever tôt, à rentrer avec l'odeur d'huile sur les mains. Mais désormais, en ouvrant la porte de sa maison, il entendait des rires, des pas pressés, une voix qui criait « Papa, tu viens voir ?» Ses mains sentaient encore le métal, mais aussi le savon pour enfants et les câlins du soir. Il avait perdu une maison, il avait perdu un mariage, il avait perdu des années à se croire insuffisant. Et pourtant, il avait gagné une famille. Parce que la vraie famille ne naît pas toujours du sang, elle naît du choix, du courage, de la présence, du cœur. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité un commencement.